Bonjour à tous. Comme vous l'avez entendu, cette session est enregistrée. Bienvenue à ce webinaire en français sur le thème Exploiter le pouvoir des données grâce au tableau de bord. Je suis Mireille Chagang, je suis en charge des questions de renforcement des capacités à Blue Square. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un suivi particulier ou si vous avez des questions que vous voulez nous adresser. Marie-Julie, tu peux avancer la présentation, s'il te plaît. Merci. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la 4e session d'une série de webinaires intitulée Digitaliser vos programmes, outils et conseils » qui vise justement à donner les outils, les conseils aux responsables de projets, aux responsables de suivi et évaluation, afin de choisir les meilleurs outils pour le suivi et évaluation de leur programme, et aussi surtout pour exploiter les données, les faire parler, et nous sommes en plein dans cette thématique aujourd'hui. Ce webinaire vous est apporté par Blue Square et IT for Life. Alors, quelques mots sur ces organisations. Blue Square est une entreprise spécialisée dans le soutien à la mise en œuvre et à l'utilisation de systèmes et de technologies basées sur les données dans le secteur de la santé, pas seulement, aussi dans le secteur de l'éducation ou du sanitaire. Et ces services, ces solutions tournent autour de la collecte de données, l'analyse de données, l'intégration de données et s'appliquent à différents secteurs, que ce soit celui du financement de la santé, du suivi, évaluation de la santé, suivi-évaluation, pardon, de la logistique ou encore de la gestion du géospatial. Quant à IT for Life, c'est une entreprise sociale spécialisée dans des solutions digitales pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais également pour des ONG afin de les aider à choisir les meilleurs outils qui vont les aider à réduire les coûts et à également diminuer les tâches fastidieuses. Alors, comme je le disais, c'est la 4e session. On a commencé en mai. Vous pouvez retrouver les dernières sessions sur la chaîne YouTube de Blue Square. Et bien évidemment, cette session sera en ligne sur la chaîne YouTube de Blue Square par la suite. Alors, pour aujourd'hui, il y a encore quelques restes de l'anglais, mais vos speakers seront Guillaume Deflot, qui est CEO à IT for Life, et Marie-Julie, qui est Data Scientist à Blue Square, et qui seront accompagnés par Grégoire Lorton, qui est responsable du pôle Data Science à Blue Square. Et donc, la session d'aujourd'hui, l'objectif, c'est d'apprendre le processus de construction d'un tableau de bord à partir de vos données propres et comment justement mettre en place des tableaux qui vous seront utiles et que vous pourrez exploiter dans le processus de prise de décision. Mais je laisse les présentateurs d'aujourd'hui vous en dire plus et je leur passe la parole. Merci beaucoup. Merci Mireille, merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui et donc bienvenue pour ce webinaire. Donc on va avoir d'abord une présentation de Marie-Julie et de Guillaume donc, qui vont donner des indications sur l'expérience qui a été acquise par les différentes organisations sur la mise en place de tableaux de bord. N'hésitez pas à tout moment à envoyer vos questions. Vous avez en bas de la fenêtre Zoom la possibilité d'envoyer des questions. Et donc privilégier cet espace-là pour nous envoyer des questions sur tous les éléments. Et je consoliderai ces questions pour les adresser directement aux participants à la fin des présentations. Voilà, et on va avancer tout de suite avec la première présentation. Et donc Marie-Julie va vous expliquer comment Blue Square, on travaille maintenant sur la mise en place de tableaux de bord. Marie-Julie. Merci Grégoire. Bonjour à tous. Donc, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui et de présenter un petit peu ce qu'on fait à Blue Square sur les tableaux de bord. Donc, aujourd'hui, on va parler de données, on va parler de tableaux de bord, mais on va surtout parler de comment est-ce qu'on fait pour passer des données jusqu'au tableau de bord. Ce que je vais présenter, c'est un peu la vision générale. Il y aura un temps après pour les questions et si on désire rentrer un peu plus dans les détails, ça pourra se faire dans la deuxième partie de la discussion.
Donc, quand on commence à travailler avec un tableau de bord, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi en fait est-ce qu'on a besoin d'un tableau de bord? Il y a différentes raisons qui peuvent nous amener à construire un tel outil. Et en général, on construit des tableaux de bord différents en fonction de l'utilité. Donc, une des raisons, c'est pour faire un suivi régulier des données. Donc, quand on a besoin, à intervalles réguliers, de pouvoir suivre et monitorer nos données. Une deuxième raison, ça peut être de vouloir explorer de manière interactive différentes sources de données avec notre équipe, par exemple avec des collègues. On peut aussi faire des tableaux de bord parce qu'on a envie d'avoir un outil qu'on peut facilement partager à la fois à l'interne, mais aussi à l'externe, avec des partenaires ou bien même de façon publique. Et donc, d'avoir un outil qui permette facilement en fait, de partager les données, ça peut être une autre raison. Et enfin, on peut aussi mettre en place des tableaux de bord pour obtenir facilement des visuels qui sont prêts à l'emploi pour être utilisés soit dans des rapports, soit dans des présentations, soit dans d'autres outils de reporting réguliers. Donc voilà un petit peu quelques exemples d'utilisation. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, il y en a plein d'autres, mais ça donne déjà une première idée. Alors, quand on veut mettre en place un tableau de bord, en fait, on passe par différentes étapes qui sont reprises ici dans le petit schéma. Donc, la première étape, c'est vraiment d'identifier le cas d'étude, donc à quelles questions on veut répondre, à qui on s'adresse, etc. Ensuite, il est nécessaire de préparer les données. Donc ça va être, on y reviendra par la suite, mais tout ce qui va être le nettoyage des données, le formatage, etc. Ensuite, la troisième étape, ça va être d'évaluer l'existant, donc de voir un petit peu quels sont les outils qui existent déjà, que les utilisateurs potentiels du tableau de bord ont déjà en leur possession et qui peuvent du coup être utilisés, qui peuvent en fait être répliqués pour partir vraiment de ce qui existe. Ensuite, on va arriver dans la quatrième étape qui est la construction, donc la mise en place de l'outil en tant que tel. Et puis, la dernière étape, ça va vraiment être toute l'utilisation du tableau de bord, donc utiliser l'outil, collecter des feedbacks, améliorer et itérer en fait à différentes reprises pour arriver à une version, on ne dit jamais finalisée, mais relativement avancée du tableau de bord. Alors, donc la première étape qui concerne en fait la définition du use case, c'est vraiment très très important et il est beaucoup plus simple en fait de développer un tableau de bord quand on sait à quoi il va servir. Donc, on doit pour ça se poser différentes questions. On va se demander qui va utiliser le tableau de bord. Est-ce que c'est un tableau de bord qui va être uniquement destiné à l'interne avec nos collègues? Est-ce que c'est destiné à des partenaires? Est-ce que c'est utilisé par des ministères? Est-ce que c'est utilisé, etc. Quand est-ce qu'il va être utilisé? À quelle fréquence? Est-ce que c'est un tableau de bord qu'on va regarder tous les jours? Est-ce que c'est un tableau de bord qu'on va regarder tous les 3 mois? Ce n'est pas du tout la même approche derrière. Et puis, on va se poser la question de l'objectif. Donc, à quelle question est-ce qu'on veut répondre avec ce tableau de bord? À quoi est-ce qu'il va nous servir? Donc, on va prendre deux exemples. Donc, si on prend des tableaux de bord, on peut mettre en place des tableaux de bord pour suivre les données. Donc, par exemple, on veut suivre la performance de métriques ou d'indicateurs qui ont été définis dans un plan de suivi et évaluation et on voudrait pouvoir suivre ça au cours du temps. Ici, l'objectif principal, le besoin, en fait, c'est vraiment de visualiser les résultats de façon régulière et de suivre des métriques clés. Donc ça peut être une des premières raisons pour lesquelles on met en place un tableau de bord qu'on a vu au début. Et donc ici, vous pouvez voir un exemple. Donc ça, c'est un tableau de bord qu'on a mis en place avec le Programme national de lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo, où ils peuvent voir la performance en fait, de différentes métriques, de différents indicateurs qui sont définis dans leur plan national de lutte contre le paludisme. Et ils peuvent voir, par exemple, par mois, en fait, la performance de chacun des indicateurs. Donc, au plus on se rapproche de 100%, au plus l'indicateur est bon, la cible est atteinte. Et ici, le tableau, il représente la proportion des cas de malaria suspects qui ont été testés. Donc, ça veut dire le nombre de tests qui ont été réalisés divisé par le nombre de cas qu'on suspectait être de la malaria. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir qu'il y a des valeurs aberrantes, avec des valeurs qui sont au-dessus de 100%. On peut voir certaines périodes où on a des
Par exemple, ici, dans la province de l'Équateur, on voit entre mars et juin 2021 des performances bien plus faibles de cet indicateur-là. Donc ça permet vraiment de suivre en fait les données au cours du temps et de suivre un petit peu des métriques. Alors, l'avantage des tableaux de bord, c'est que ça permet d'avoir quelque chose d'interactif et de pouvoir très facilement changer une vue par rapport à une autre. Donc ici, on avait la vision par mois. Maintenant, il est possible que l'utilisateur désire en fait reporter les données par trimestre. Et donc, simplement en changeant un filtre dans le tableau de bord, il va pouvoir mettre les données par trimestre et voir les mêmes indicateurs en fonction des différents trimestres. Donc ça, c'est pour donner un premier exemple sur vraiment l'utilisation des tableaux de bord pour suivre les données au cours du temps. Un deuxième exemple, c'est on peut mettre en place des tableaux de bord vraiment pour analyser les données. Donc souvent, il y a une volonté en fait d'aller plus loin que juste regarder la performance d'indicateurs, mais il y a une volonté d'explorer les données, de pouvoir faire des comparaisons entre différents indicateurs, de pouvoir faire des analyses un peu plus avancées. Alors, ce qui est important quand on met en place des tableaux de bord pour cela, c'est de se, de se baser en fait sur des outils qui sont flexibles et qui permettent d'accéder à un certain nombre d'indicateurs, un certain volume de données assez important. Et alors, on doit aussi essayer de construire des visuels qui sont assez simples, qui sont faciles à comprendre, qui sont faciles à prendre en main, parce qu'il faut que les personnes qui arrivent sur le tableau de bord, en quelques clics, ils aient compris comment ça fonctionne et ils puissent s'approprier l'outil le plus facilement possible. Donc ici, pour vous donner un autre exemple, donc on est toujours sur la lutte contre la malaria en République démocratique du Congo. Mais ici, on va pouvoir comparer différents indicateurs. Donc, en bleu, vous avez la proportion de femmes enceintes qui ont reçu des moustiquaires lors de la consultation prénatale. Et en orange, vous avez la proportion des formations sanitaires qui n'ont pas connu de rupture de moustiquaire. Et donc, on voit assez logiquement que lorsque l'indicateur de performance de proportion de femmes enceintes qui ont reçu une moustiquaire diminue, en fait, c'est lié au fait à des diminutions de stock et donc à un nombre plus important de formations sanitaires qui connaissent des ruptures de stock. Donc ça paraît assez logique, ça paraît très trivial et simple comme analyse, mais c'est simplement pour vous montrer la puissance en fait de ce genre d'outils. Ici, on compare juste deux indicateurs entre eux, on pourrait en comparer bien plus évidemment, mais ça montre déjà en fait une utilité de pouvoir aller creuser un peu plus loin et de comprendre en fait les causes et les causalités qui peuvent expliquer en fait la performance d'un certain indicateur. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un exemple et on va ensemble parcourir les 5 étapes de mise en place du tableau de bord pour cet exemple-là. Donc vraiment un cas d'étude complet. Donc, on va s'intéresser ici à une direction du ministère de la Santé en République démocratique du Congo qui s'appelle la direction de la surveillance épidémiologique. Pardon. Et donc, au sein de cette direction, ils sont en charge du suivi de 22 maladies infectieuses qui affectent le pays. Pour cela, pour faire ce suivi-là, ils collectent des données chaque semaine sur les nombres de cas et les nombres de décès pour ces différentes maladies. Donc, ça veut dire que chaque semaine, aux différents niveaux de la pyramide sanitaire, jusqu'aux aires de santé, on va avoir des données qui sont collectées sur le nombre de cas et des décès, par exemple pour le choléra, pour l'Ebola, pour la méningite, etc. Et donc, les questions qu'ils essayent de répondre, c'est où sont les flambées épidémiques? Donc, est-ce qu'on a des endroits où on a vraiment des flambées, des outbreaks qui sont visibles? Comment est-ce que ces flambées se développent à la fois au niveau spatial, donc est-ce qu'elles ont tendance à s'étendre dans l'espace, mais aussi au niveau temporel, donc est-ce que c'est plutôt ça augmente, ça diminue en fonction du temps? Ils vont aussi essayer de regarder en fait où en est le niveau d'infection par rapport aux années passées. Donc, en se basant sur des données historiques qu'ils ont collectées depuis 2016, ils vont pouvoir regarder est-ce qu'on atteint en fait des niveaux bien plus élevés que par le passé ou pas. Et alors, la dernière question à laquelle ils essayent de répondre, c'est est-ce qu'il y a des endroits où on a des problèmes de qualité ou de complétude des données? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des provinces à l'intérieur desquelles
la proportion de zones de santé ou la proportion d'aires de santé qui ont rapporté est très faible. Auquel cas, ça veut dire qu'il faut faire du renforcement de capacité et aller essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a si peu de données qui sont collectées. Donc là, on a répondu aux premières questions de l'étape 0 qui était sur définir le use case. Donc, on sait à qui ça s'adresse, on sait quelles questions on veut répondre et on sait les données qu'on a. Alors, la première étape, ça va être de préparer les données. Donc, préparer les données, c'est une étape assez fastidieuse, c'est une étape assez chronophage. Ça inclut à la fois la collecte des données, l'accès, le nettoyage, le calcul, le formatage, etc. Donc, c'est un gros bloc de la mise en place du tableau de bord. Ce qu'il faut retenir, c'est que le tableau de bord, ce n'est pas un outil magique, c'est-à-dire que si les données sont de mauvaise qualité, si les données sont incomplètes, si les données sont... Voilà, ben, le tableau de bord le sera aussi. Maintenant, il y a des moyens de combler les trous dans les données, de détecter les données aberrantes, etc. Mais c'est tout un travail qui doit se faire en amont lorsqu'on prépare les données. Donc ça, c'est important. Et alors, un point aussi qui est important, c'est que si c'est possible de discuter en fait les besoins de tableau de bord très tôt en fait dans le processus, même potentiellement avant de commencer à collecter les données, ça peut être vraiment pertinent pour pouvoir collecter en fait les données de manière efficace et de manière à faciliter la mise en place par la suite des tableaux de bord ou des outils de reporting. Parce que parfois en fait on se retrouve avec des formats de données ou des données en fait qui manquent et qui limitent du coup l'utilisation du tableau de bord, ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà ici un exemple, toujours pour la surveillance épidémiologique en RDC. Donc vous voyez sur la gauche une capture d'écran du script qui permet de faire le nettoyage des données. Vous voyez qu'on a des problèmes de typologie. Donc on a Kasaï central qui est écrit avec ou sans tiret. On a la même chose pour Kasaï oriental. On va se retrouver avec plein de petites erreurs comme ça qu'il va falloir nettoyer, corriger. Essentiellement pour que cette base de données-là puisse s'aligner avec une base de données spatiale qui va permettre de définir les contours des différentes provinces, les contours des différentes zones, puisqu'on sait que dans les tableaux de bord, on aime bien mettre des cartes. C'est un des avantages, hein, c'est qu'on peut mettre à la fois des graphiques, des cartes, etc. Par exemple, ce qui n'est pas possible dans Excel. Et donc, voilà, il y a un travail ici de nettoyage et d'alignement des données qui est nécessaire. Alors, la deuxième étape, c'est de démarrer de l'existant. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'il existe en général des outils qui sont déjà en place. Donc, la direction de la surveillance épidémiologique, avant qu'on commence à travailler avec eux, ils avaient déjà des outils de reporting qu'ils utilisaient. C'était des fichiers Excel avec différents graphiques. Ça pouvait être des présentations PowerPoint qu'ils faisaient chaque mois ou chaque semaine, etc. Et donc, on va essayer de repartir de là pour reproduire en fait les graphiques et les visuels existants. Ça va permettre de faciliter l'adhésion en fait des partenaires à l'outil. Et puis ensuite, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ces outils. Donc, est-ce qu'on peut, par exemple, faciliter la mise à jour? Donc, au lieu de devoir chaque semaine aller rechercher les données et les remettre à jour, par exemple, sur Excel, ce qui peut être parfois un peu fastidieux, est-ce qu'on ne peut pas automatiser ça? Est-ce qu'on ne peut pas ajouter des graphiques additionnels, type par exemple des cartes? Est-ce qu'on ne peut pas proposer d'autres analyses en fait, que celles qui étaient analysées et proposées jusque-là? Donc ça va être le démarrage de l'existant. Juste pour montrer deux exemples, ici à gauche, vous voyez une présentation PowerPoint avec un screenshot en fait, qui vient d'un Excel, c'est un Excel qu'ils utilisaient. Et ben, on a pu répliquer en fait, l'outil sur Tableau, en utilisant un tableau de bord. Et ça a été vraiment le point de démarrage du travail avec ici, c'était le Programme national de lutte contre le palu. Mais on est vraiment parti de là. Et à partir de là, on a pu diversifier l'outil et augmenter en fait les fonctionnalités du tableau de bord. Juste un autre exemple pour la surveillance épidémiologique, où vous voyez ici le bilan de 2015 de la direction de la surveillance épidémio, où on a ces cartes qui sont présentes sur la couverture. Et donc, à nouveau, ça, c'est quelque chose qu'on a pu automatiser directement, en fait, et voilà, pour à nouveau faciliter l'adhésion et faciliter l'utilisation. Alors, la troisième étape, ça va être de construire et de mettre en place la première version du tableau de bord. Donc, elle va contenir ce que je viens de montrer, donc par exemple une réplication de l'existant. Elle va aussi contenir
quelques visuels en plus pour vraiment montrer en fait l'intérêt de l'outil, montrer l'intérêt d'avoir des outils interactifs, etc. Et donc ici, par exemple, vous voyez, pour la surveillance épidémiologique, on voit pour le choléra l'évolution des cas, des décès et de la létalité avec une carte sur la gauche qui montre un peu la répartition des différents cas. Donc ça, c'est juste pour montrer un exemple. Alors, la quatrième étape, en fait, c'est une étape qu'on a parfois tendance un peu à sous-estimer en termes de temps que ça va prendre, mais c'est souvent très, très gourmand en temps, et ça va être tout ce qui est l'utilisation et l'amélioration du tableau de bord. Donc, l'utilisation, c'est très important en fait d'être actif et d'être attentif à l'adoption, donc de savoir si les utilisateurs utilisent ou non le tableau de bord. Et pour les 2 cas, de savoir pourquoi. Donc, pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent, à quel besoin, pour faire quoi et pourquoi est-ce qu'ils ne l'utilisent pas. Et donc ça, ça va permettre, d'améliorer le tableau de bord, de pousser certaines, features s'ils sont, utiles, et cetera. Ce qui est important aussi, c'est, de planifier des réunions, en fait, avec, les utilisateurs et les concepteurs, des tableaux de bord, afin de, pouvoir, vraiment identifier les endroits où on aurait des problèmes, et des goulots d'étranglement. Alors ensuite, une fois que l'utilisation est bien ancrée, on va avoir beaucoup d'étapes d'amélioration, et donc le tableau de bord va évoluer de façon, significative, en fonction de l'utilisation et des besoins. On a souvent beaucoup de loop, donc on échange avec les utilisateurs, ils nous font des commentaires, on met en place des améliorations, et cetera, et donc ça fait beaucoup d'allers-retours, si je peux dire. Et ce qui est important, c'est de voir, le tableau de bord comme un outil qui n'est pas figé, donc c'est vraiment un outil qui peut évoluer, qui peut être adapté, qui peut, évoluer tout le temps, et donc il y a pas de voilà, c'est important de bien avoir ça en tête, que c'est pas quelque chose qui est fixe. Et aussi, les besoins peuvent évoluer avec le temps. Donc, c'est possible qu'un outil, un tableau de bord soit bon aujourd'hui, mais que dans 6 mois, en fait, il y ait quelque chose d'autre qu'on ait besoin. Donc, il faut pouvoir en tenir compte. Alors, juste pour montrer un exemple un petit peu d'utilisation. Donc ici, on a le tableau de bord dont on a parlé depuis le début, hein, sur la surveillance épidémiologique, où on va s'intéresser ici à Ebola et on va regarder la flambée épidémique en 2019. Donc, sur la gauche, on a la carte de la République démocratique du Congo. Vous voyez toutes les zones en vert, ce sont les zones où il n'y a pas de cas de Ebola. On est à la première semaine de 2019. Il y a quelques zones qui sont en gris, ce sont des zones où on n'a pas de données. Donc voilà, ça fait partie de l'analyse sur la complétude dont on parlait qui peut être important. Sur la droite, on ne va pas trop s'intéresser, mais c'est un tableau qui reprend l'ensemble des maladies pour l'ensemble des provinces. Donc là, on est en semaine 1 2019, on n'a aucun cas d'Ebola. Si on passe maintenant à la semaine 5 de 2019, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, à partir de la première semaine, deuxième, 3, 4, cinquième semaine, on a des cas qui commencent à apparaître. On voit du coup sur la carte des zones de santé qui apparaissent en rouge avec en fait, des flambées qui sont détectées, avec des cas en fait, d'Ebola qui sont détectés à ces endroits-là. Alors, on peut voir qu'on a des cas qui sont pour les adultes, donc plus de 5 ans, des cas qui sont pour les enfants en orange. On ne va pas trop insister là-dessus pour le moment. Alors, si on continue dans le temps, on arrive à la semaine 11. Qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà que sur la carte, les zones en fait, qui sont concernées s'étendent, qu'il y en a qui apparaissent même au nord, alors qu'avant, c'était concentré au niveau du... qui apparaissent même au sud, alors qu'avant, c'était concentré au niveau du nord et de l'est. Et on voit ici sur les graphiques à droite que les cas augmentent, que les décès augmentent aussi. On monte à maximum 5 décès ici pour une certaine semaine. Et les cas, on a des semaines où on arrive déjà à 100 cas, ce qui est assez important. Alors, si on va encore un peu plus loin et qu'on arrive à la semaine 25, là, on voit vraiment
l'évolution des cas qui est vraiment importante et qui prend une tendance quasi exponentielle, où on arrive à des nombres de cas de 300, on a des décès qui montent jusqu'à 40, etc. Et on voit sur la carte où sont concentrés vraiment les foyers en fait, de cette épidémie et où il serait nécessaire d'intervenir. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un exemple de suivi en fait, des données et de compréhension un petit peu de ce qui se passe là derrière. Alors voilà, peut-être pour conclure, donc au départ, on avait dit qu'il y avait 5 étapes quand on mettait en place un tableau de bord à partir de données. Donc, identifier le use case, préparer les données, évaluer l'existant, construire le tableau de bord et puis utiliser et améliorer. En fait, ce n'est pas vraiment un processus linéaire. On pourrait dire que c'est plutôt un processus qui avance et puis recule et puis réavance et puis recule et qu'il y a pas mal de feedback loops qui sont importantes et que donc il y a des choses qui se croisent. Donc, en fait, quand on va préparer les données, on va se rendre compte parfois qu'on peut ou on ne peut pas répondre à certaines questions qu'on s'était posées au départ, ou peut-être que ça va faire émerger des nouvelles questions auxquelles, du coup, on aimerait bien répondre. Donc, voilà, il va y avoir le cas d'étude, en fait, peut changer en fonction des données qui sont disponibles. Une fois qu'on aura évalué l'existant aussi, on va pouvoir remettre un peu en cause les questions qu'on s'était posées au départ et les visuels qu'on voudrait construire. Et puis, évidemment, quand on va commencer à utiliser à la fois nous, mais surtout quand on va commencer à ce que les utilisateurs sur le terrain ou nos collègues utilisent les outils, on va devoir améliorer les tableaux de bord, on va se poser des nouvelles questions. Et donc, tout ça va évidemment encore évoluer pas mal avec le temps. Voilà, donc c'est sur ça que je voulais conclure. Merci pour votre écoute et donc on est disponible évidemment pour les questions à la fin. Merci. Merci beaucoup, Marie-Julie, pour la présentation. Effectivement, avant de passer la parole à Guillaume, je vais vous encourager à nous envoyer les questions. N'hésitez pas si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, des éclaircissements ou des cas particuliers sur lesquels vous voulez avoir un petit peu les idées des panélistes. N'hésitez pas à nous envoyer ces questions-là par écrit. Alors, pour continuer, Marie-Julie a montré un peu le processus de construction du tableau de bord, qui est celui qu'on travaille avec les équipes techniques à Blue Square. Et Guillaume va adresser et va traiter maintenant la façon dont on encourage un petit peu et dont l'équipe arrive à travailler sur l'utilisation de ces tableaux de bord et à travailler avec les utilisateurs pour mettre des objets techniques qui soient aussi utiles et utilisés. Guillaume, tu as la parole. Merci Grégoire, merci Marie-Julie, super présentation encore une fois. Donc du coup, là, pour les prochaines minutes, je voudrais juste prendre un temps pour, on va dire, prendre un peu de recul et discuter un petit peu de comment est-ce que on fait en sorte qu'une organisation qui a des données à disposition, qui a des tableaux de bord à disposition, en fait, vraiment utilise ces informations pour que ça devienne vraiment un outil de prise de décision, que ce ne soit pas juste des tableaux de bord dans un coin. Et quel est le processus un peu associé à ça, quoi. Donc, est-ce que tu peux passer le slide, s'il te plaît? Voilà. Donc, du coup, l'idée, c'est de voir, quand on dit prendre un peu de recul, c'est de parler un peu de la culture de la donnée, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau des organisations, vous avez, en fait, l'idée, c'est d'approcher ce problème de manière un peu holistique. Et nous, ce qu'on fait à IT4Life, quand on accompagne les organisations, c'est qu'on essaie de réfléchir sur 6 différents piliers, entre guillemets. Le premier, c'est les RH qui sont associés à tout ça, la méthodologie de travail, les formations pour que les gens soient capables d'utiliser les outils, d'avoir des outils de qualité, bien entendu, des données, et aussi toute l'infrastructure, on va dire, informatique, IT qui est derrière. Slide, s'il te plaît. Donc, si vous avez déjà des tableaux de bord, c'est qu'a priori, vous avez déjà des outils, de la donnée et de l'infrastructure. Tout ça, c'est déjà en place. Après, ça peut forcément s'améliorer. Et l'idée, du coup, pour qu'il y ait un changement, on va dire, qui soit dans la durée, que cette culture de la donnée soit vraiment se développe et grandisse, il faut travailler sur les 3 autres axes. Et donc, en fait, ces axes-là, c'est un peu les axes les plus compliqués, c'est les axes qui sont vraiment axés sur l'humain. Donc, l'idée pour faire ça, c'est que ce n'est pas ce soit pas quelque chose qui soit, c'est de faire ça, disons, de manière organisée, structurée.
Et donc, nous, ce qu'on recommande souvent à nos partenaires, c'est de vraiment réfléchir à comment est-ce que tous ces différents piliers sont connectés les uns avec les autres, afin de voir là où est-ce qu'il y a des nœuds, où est-ce qu'il y a des choses à faire qui seraient les plus impactantes. Donc, pour ça, en fait, ce qu'on fait, c'est un petit exercice, enfin, plus ou moins petit suivant les cas, mais petit exercice de ce qu'on appelle une théorie du changement pour développer en fait cette culture des données. Tu peux passer le slide. Et donc du coup là, sans vous faire peur sur la complexité un peu ici, qui finalement en fait, hein, si jamais vous venez à lire vraiment chaque case, est extrêmement complexe. Mais du coup l'idée c'est de prendre un moment pour le recul, pour essayer de vraiment mapper, enfin voilà, de mapper, de faire un petit mapping de comment ces différents axes sont reliés entre eux. Et ça nous permet par la suite de déterminer en fait des actions. Donc là, vous voyez en fait les boîtes, c'est un peu des résultats intermédiaires qu'on veut atteindre, et les flèches, c'est un peu les actions qui vont nous permettre d'arriver à ces résultats-là, quoi. Donc du coup, l'idée, c'est de déterminer un peu quels sont les résultats qu'on veut atteindre, les structurer, et ensuite voir comment ils sont reliés et déterminer là où est-ce qu'on va passer un peu de temps, quoi. Et du coup, ce qui est intéressant avec cet exercice-là, c'est que ça permet vraiment d'avoir une approche très focus sur là où on investit l'énergie des équipes, aux ressources financières, etc. Parce que bien évidemment, à moins que vous ayez des ressources infinies, vous ne pourrez pas tout faire à la fois. Et en ressources infinies, c'est autant de l'argent, parce qu'il y a des activités qui vont coûter de l'argent, mais aussi des ressources humaines qu'il va falloir mobiliser pour faire ces actions-là, quoi. Donc là, ici, pour ce partenaire-là, on a identifié voilà, donc, nos 6 axes, d'accord. Et on voit que voilà, il y a la partie bleue qui est la RH sur la droite, est associée bien évidemment à la formation, et que la partie orange et verte, qui sont la méthodologie et les outils, sont aussi reliés entre eux, bien évidemment. Donc, c'est avoir des outils qui permettent de collecter la donnée. Et maintenant, c'est quel est le process de collecte de données associé à tout ça. Et du coup, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut sélectionner des activités précises dans des pays ou dans des contextes précis, pour pouvoir faire avancer, pour pouvoir atteindre nos objectifs intermédiaires. Donc, l'idée, c'est de dire que on a besoin de penser ce problème-là de manière un peu structurée et de voir un petit peu toutes les composantes. Donc là, avec ce modèle-là, sur ces 6 piliers, je peux dire vous aider à voir, OK, j'ai une mission, je viens de déployer des outils, est-ce que j'ai les bons RH, est-ce que j'ai les bonnes méthodologies, est-ce que j'ai la bonne infrastructure, est-ce que j'ai les bons outils, etc., etc., etc. Et si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez déjà commencer à orienter un petit peu vos actions correctives pour faire en sorte qu'à la fin, les données qui sont collectées, elles soient de bonne qualité, qu'elles soient disponibles pour les tableaux de bord, que les tableaux de bord soient utilisés, et qu'après vous puissiez les utiliser, ces tableaux de bord, pour prendre vos décisions, pour avoir une meilleure vision sur vos opérations. Voilà. Donc, tout ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à faire cet effort un peu de prise de recul. Et avec ce framework-là qu'on vous présente, ça peut débloquer pas mal de situations. Maintenant, il y a un deuxième point que je voulais aborder avec vous, qui est un peu associé, si vous voulez, à ces tableaux de bord. Là, en fait, Marie-Julie, elle vous a présenté vraiment la Rolls-Royce des tableaux de bord. Vous avez vu là, c'est un travail énorme. Donc, vraiment féliciter Blue Square, Marie-Julie et toute l'équipe, Grégoire, etc., pour ce travail-là, parce que c'est très complexe. Vous imaginez que traiter les données de département, de direction de ministère de la Santé de la RDC, c'est pas simple. Il y a des multiples sources de données. Enfin, il y a une complexité assez organisationnelle en tant que telle, mais vraiment une technique pour processer le volume de données aussi qui arrive. Donc, vous voyez qu'après, ça fait des trucs super jolis. Alors, je ne vais pas dire complexe, parce que finalement, la complexité, elle est abstraite. Hein. Il y a des tableaux de bord qui sont simples d'utiliser, mais derrière, c'est beaucoup de choses qui ont été faites en amont. Et donc, l'idée, c'est que moi, ce que je voudrais, c'est qu'on essaie de démystifier aussi les tableaux de bord pour votre organisation, parce que vous n'êtes pas forcément obligé. C'est pas tout le temps qu'on va avoir besoin d'avoir un processus aussi, on va dire, aussi complexe, aussi rigoureux. Par contre, ce qui est important, ça, avant de passer au slide suivant, ce que je souhaite vraiment appuyer, c'est que la méthode qu'on vous a présentée ici, avec les différentes étapes d'identification des use cases, nettoyage des données, etc., ça, c'est hyper important de la respecter à tout moment quand on travaille sur vos tableaux de bord, parce qu'en fait, ça, c'est ce qui va garantir que ce soit des trucs très complexes ou très simples, comme je vais vous montrer moi ici maintenant. En fait, en appliquant cette méthode, vous balisez en fait, vous appliquez une méthodologie, ce qui fait que vous allez avoir entre guillemets une assurance de qualité à la fin, quoi. Donc, slide s'il te plaît, Marie.
Donc, l'idée, en fait, pour moi, c'est vous donner 2 exemples aujourd'hui, 2 tableaux de bord sur des projets qu'on a réalisés avec des partenaires qui sont en fait assez simples. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de vous montrer que, en fait, à partir du moment où vous avez des données qui sont là, vous pouvez déjà commencer à faire des choses simples qui peuvent déjà apporter de la plus-value, quoi. Ok. Et donc, du coup, c'est fait pour vous inciter vraiment à y aller vers ces histoires de tableaux de bord, quoi. Donc, le premier exemple, c'est la formation professionnelle. Donc, on a un projet d'un de nos partenaires qui consiste à former des jeunes, en fait, à différents métiers, d'accord. Donc, l'idée, c'est de pouvoir suivre le parcours des jeunes, le parcours d'apprentissage des jeunes qui sont inscrits, suivre aussi le travail des maîtres d'apprentissage qui s'occupent des jeunes. Et puis, dans ce projet-là, il y a aussi une composante forte, on va dire, communautaire. Et donc, il y a des comités locaux de gestion qui sont impliqués qui sont là pour faciliter, en fait, le déroulage de l'apprentissage. Donc, du coup, slide, s'il te plaît. Du coup, vous pouvez me dire, voilà, il y a plein de données qui sortent de ce truc-là. Donc, il y a une application mobile pour faire le suivi de ces gens-là et des maîtres, des apprenants. Et du coup, en fait, avec des graphes simples, comme vous voyez ici, vous voyez juste des proportions, garçons-filles, en fonction, par exemple, de est-ce qu'ils ont achevé leur apprentissage, est-ce qu'ils sont inactifs, est-ce qu'ils sont actifs, etc. Ça permet déjà de donner beaucoup d'informations sur comment se passe votre projet ou votre intervention, quoi. Slide, s'il te plaît. Donc là, c'est pour les jeunes. Là, vous avez la même chose au niveau des maîtres d'apprentissage en fonction des métiers qui sont les plus populaires chez les jeunes, etc. Slide. Et puis après, vous avez quelque chose d'assez simple sur dans quelle zone se situent les différentes les apprenants, quoi. Donc là, on n'a pas forcément mis une carte, mais on a représenté de manière assez simple avec des petits carrés de différentes tailles des zones dans lesquelles il y avait plus ou moins d'apprentis, quoi. Et donc, vous voyez, tous ces graphes-là, en fait, sont assez simples, mais ça vous donne déjà, en fait, beaucoup d'informations sur comment faire votre programme. Et mettre ça en place, je ne vais pas dire que c'est super simple, mais en suivant les étapes, il n'y a pas de complexité nécessairement très élevée. Ce qui est plus dur, en fait, c'est ce que disait un petit peu Marie-Julie au départ, c'est de bien définir le use case qu'on veut, à quoi va servir nos tableaux de bord. À partir de là, on peut définir des indicateurs et du coup les représenter. Si ce travail est fait, la mise en œuvre après, la construction du tableau de bord est relativement simple, parce qu'on n'est pas sur des choses qui sont des représentations qui sont simples, on est sur des données qui sont aussi simples à agréger. Deuxième exemple que je vais vous montrer. Donc là, c'est plutôt sur un aspect de taux de santé cette fois-ci, donc une enquête de couverture nutritionnelle, où là, en fait, on a des enquêteurs qui partent sur le terrain et on veut savoir, en fait, quelle est la prévalence de la malnutrition dans une zone géographique. Okay. Donc, on a des enquêteurs qui partent avec leur petite tablette, leur petit téléphone, et ils vont faire du porte-à-porte, en fait, sur les foyers, qui ont été dans des zones qui ont été correctement échantillonnées. Et l'idée, c'est de savoir, par exemple, le nombre d'enquêtes qui ont été saisies par les enquêteurs par jour et par zone géographique, de voir une vue claire sur la distribution du périmètre brachial, qui est une mesure essentielle pour la qualifier la malnutrition, et de pouvoir ça aussi, éventuellement, de voir ça de manière un peu géographique, comment ça se passe. Slide, s'il te plaît. Donc là, en fait, un truc très simple, voilà. Ici, on a un tableau, on va dire un dashboard, un tableau de bord qui nous affiche le nombre d'enfants enquêtés, le nombre de foyers, et puis la proportion des enquêtes pour lesquelles il y a eu un superviseur qui a contrôlé la mesure du périmètre brachial. Donc ça, des informations, encore une fois, qui sont très simples, mais du coup, qui donnent des bonnes informations qualitatives. Et puis ensuite, vous avez, pour chaque enquêteur, vous avez par jour, ici, nombre d'enfants, nombre de foyers, etc. Slide, s'il te plaît. Ensuite, la mesure centrale, c'est le périmètre brachial. Donc là, on voit la distribution du périmètre brachial des différents enfants qui ont été enquêtés. Donc, même chose, là, on peut vérifier typiquement ici que voilà, il y a une distribution qui est à peu près normale avec des pics sur les valeurs à 0 et à 5. Donc, 120, 125, 130, 135, etc. 150, c'est le gros pic que vous voyez là, etc. Vous avez aussi la min-max, etc. Voilà, des informations, on va dire, relativement simples qui permettent de faire un bon suivi de l'enquête. Donc là, l'idée, c'est de faire ce suivi, par exemple, tous les jours à la fin de l'enquête. À la fin de la journée, les gens, ils arrivent, ils vont synchroniser les données sur le serveur, on met à jour le tableau de bord, on a ça qui apparaît, et très facilement, littéralement, construire ce tableau de bord, ça a pris 2 heures, quoi. Parce qu'ensuite, il y a une carte, comme vous allez le voir, s'il te plaît, slide. Vous pouvez voir, en fait, chaque point, ça représente un foyer. La taille du rond, ça représente le nombre d'enfants qui ont été enquêtés par foyer. Et la couleur, ça représente une journée. Donc, ce qui permet après de voir, en fait, par jour, où est-ce que sont allés les différents enquêteurs. Donc, corroborer un petit peu ce qui était prévu de faire, telle zone, et
et ce qu'ils ont effectivement réalisé. Donc là, encore une fois, voilà, on a les coordonnées GPS pour chaque fois qu'on a saisi une information pour un foyer. Du coup, on peut afficher ce genre d'information, c'est très simple. Et là, vous avez déjà un super, enfin, bon, je me jette pas des fleurs, hein, mais disons voilà, un truc quand même assez efficace pour suivre la progression de votre enquête au jour le jour. Donc, vous voyez que à partir du moment où vous avez les données qui sont là, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec votre tableau de bord qui sont relativement simples, avec une grosse plus-value. Donc, nous, là, aujourd'hui aussi, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment vous encourager à aller de l'avant, sauter le pas, suivez les 5 étapes qu'on vous a présentées, réfléchissez à comment vous allez augmenter l'utilisation de vos tableaux de bord avec le framework qu'on vous a présenté là, avec les 6 piliers. Et ça peut vraiment faire des changements assez rapides et donner envie aux gens de développer cette culture de la donnée et d'augmenter votre pouvoir de décision grâce à des données de qualité. Grégoire, je te rends la main. Merci Guillaume et merci de toutes les indications et les insights que tu donnes. Alors, on n'a pas reçu de questions directement par les spectateurs, donc n'hésitez pas à nous en renvoyer s'il y en a qui vous viennent à l'esprit à l'instant. Moi, j'avais une question peut-être un peu générique à vous adresser à tous les deux. C'est avec votre expérience qui est de travailler sur des tableaux de bord et surtout de les voir utiliser, les mettre en utilisation. Qu'est-ce qui serait pour vous la différence entre un bon et un mauvais tableau de bord? Et qu'est-ce qui définit la qualité d'un tableau de bord? Est-ce que c'est son esthétisme? Est-ce que c'est la façon dont on peut le mettre à disposition? Qu'est-ce qui, selon vous, seraient les bons critères pour définir un bon ou un mauvais tableau de bord? Tu veux commencer, Guillaume Ok, ouais, je peux y aller. Moi, je pense que le juge de paix sur cette question, c'est la capacité à l'utilisateur de comprendre les données qui sont dans le tableau de bord et qu'elles lui soient utiles en fait. Peu importe si c'est joli ou pas. En fait, ce qui est important, c'est que moi, je regarde mon tableau de bord, j'avais une question, j'ai répondu à ma question et je repars et je peux actionner cette information pour faire quelque chose. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ce qui est important, en fait, c'est qu'il soit utilisé par les personnes pour qui il a été construit. Donc, voilà, de s'assurer, en fait, que, je ne sais pas, les personnes qui utilisaient avant Excel pour faire certains visuels, ben, en fait, maintenant, on utilise le tableau de bord parce que ça va plus vite, parce que ça permet de répondre à leurs questions plus facilement, parce qu'ils gagnent du temps. Donc, voilà, je pense que ça, c'est une métrique à avoir en Si tête. ça c'est fait, ensuite, l'adoption va venir beaucoup plus vite, quoi. C'est-à-dire que c'est comme tout, hein, vous avez une super application, un super tableau de bord, ben, ça va vous inciter à l'utiliser. Donc, voilà. Ça va jouer de manière positive en fait, pour l'adoption. Et je pense une question qui est très reliée à ça, qui vient de nous être posée dans l'espace, c'est selon vous, c'est quoi le numéro maximum d'informations à mettre dans un tableau de bord? Ou à partir de quand est-ce qu'on a un tableau de bord qui est trop lourd et qui est trop surchargé d'informations? Comment est-ce que vous décidez de ça? Comment est-ce que vous vous en rendez compte quand vous travaillez sur un tableau de bord? Je pense que c'est difficile de donner un nombre, de dire il ne faut pas qu'il y ait plus de 15 indicateurs ou 5 ou 3 ou 2, parce que de nouveau, ça dépend vraiment des cas. Mais maintenant, c'est sûr qu'il faut montrer sur le tableau de bord uniquement ce qui va être utilisé. C'est toujours un peu la même chose, mais on a parfois tendance à vouloir tout mettre. Et donc, on se retrouve avec des tableaux de bord super complexes où, en fait, il y a des filtres dans tous les sens et les gens ne savent plus trop comment naviguer à travers. Je pense qu'en fait, ce serait super d'avoir des métriques sur quels sont les visuels qui sont vraiment regardés et utilisés à l'intérieur des tableaux de bord pour savoir ce qu'on doit garder ou pas. Après, il y a plein d'astuces. On peut faire plusieurs pages dans un tableau de bord. On peut faire, pour essayer de limiter le nombre d'informations. C'est vrai que normalement, quand on regarde un dashboard, on doit savoir, en fait, avoir l'information en 30 secondes, quoi. Donc, il faut que ce soit assez restreint. Je pense que ce que tu as dit sur la segmentation par page, juste pour me dire là-dessus, c'est qu'en fait, moi, je ne pense pas qu'il y ait une limite proprement parler.
Par contre, la question que moi toujours je pose à nos partenaires, c'est combien d'informations tu peux digérer à la fois, quoi. Donc, si j'ai un écran, combien je peux mettre sur cet écran et que toi, tu sois encore capable de comprendre ce que tu vois, quoi. Donc là, vous voyez dans l'exemple que moi j'ai montré, il y avait à chaque fois là, sur le périmètre brachial, il y avait la distribution et ensuite il y avait quatre métriques, quoi. Donc là, en fait, la distribution était avec des groupes et en manière individuelle, mais bref, donc c'est la même chose, différemment, et après quatre métriques. Je veux dire, là déjà c'est bon, j'arrive, je vois, je comprends. S'il faut passer trop de temps à décrypter, à comprendre ce que tu vois, c'est là où je dis encore une fois, c'est pas efficace. Et donc, du coup, la question pour moi, c'est pas combien d'indicateurs au total, c'est plutôt regrouper les informations qui ont du sens ensemble et après être raisonnable sur la densité d'informations que je vois sur chaque écran. Donc, si jamais je devrais choisir, je prendrais un tableau de bord qui ont des pages qui tiennent sur un écran, quoi. Et comme ça, c'est voilà, c'est un écran par thématique, quoi. Tu vois, un écran pour le palu, un écran pour la dingue, un écran pour le machin. Et voilà, si tu peux pas faire sur voilà, donc du coup, c'est ça, du coup, c'est beaucoup plus intéressant pour avoir une densité et un groupage d'infos qui est cohérent, quoi. Donc unité d'information et puis après faire le rasoir, quoi, mettre des choses et puis au fur et à mesure Ouais. enlever ce qui n'est pas utilisé. Après ça, par contre, ouais, il faut trancher, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'est-ce que je fais de cette information? Est-ce qu'elle va m'être utile dans ma prise de décision ou pas? Et c'est là où ce que disait Julie tout à l'heure était vachement important sur la notion d'itération, quoi. C'est-à-dire qu'au début, on a tendance à vouloir beaucoup de trucs. Après, on se rend compte que finalement, il y a peut-être 30 ou 40% qui sont pas spécialement utiles ou que je les utilise de manière anecdotique. Et donc, du coup, ça, peut-être, je les mets sur une page à la fin. Et les trucs que je présente souvent, ben, ça, c'est le dur du dur. Ça, je fais en sorte que ce soit bien lisible et bien mis en avant, quoi. Alors, on a aussi donc une autre question qui a trait ça à Marie-Julie, mais qui est sur en gros, une fois que tu as une première version de tableau de bord, c'est quoi la panoplie à ta disposition pour faire des améliorations? C'est-à-dire, en gros, est-ce que tu peux catégoriser les types d'améliorations qui sont possibles une fois qu'on a un tableau de bord? Et à partir de cette première étape, quelles sont les différentes directions de travail que tu identifies? On peut d'abord faire des améliorations vraiment simples en changeant par exemple les niveaux d'agrégation, donc en ajoutant des niveaux d'agrégation temporelle, spatiale, etc. Après, on peut faire des améliorations en ajoutant des nouveaux visuels, donc en fait des nouveaux types de représentation des données. Par exemple, le tableau, ça offre plein de possibilités, et donc on peut faire en fait des graphiques un peu plus avancés. Après, parfois aussi, quand on met en place un premier tableau de bord, ça va faire poser d'autres questions d'analyse qui vont en fait aller plus loin, et donc on va vouloir en fait faire des analyses plus avancées sur pas de la modélisation directement, mais voilà, un petit peu plus de peut-être des calculs supplémentaires ou calculer des corrélations, ou calculer des choses en fait qu'on n'avait pas envisagées avant. Et puis après, je pense qu'il y a tout le volet tableau de bord pour du reporting ou pour voilà, pour des rapports ou des présentations régulières. Et donc ça nécessite de mettre en place des formats spécifiques en fait pour qu'ils puissent être utilisés dans d'autres dans d'autres formats, quoi, et pour d'autres objectifs. C'est les 4 que je vois, mais il y en a peut-être d'autres. Juste pour complémenter très vite, c'est moi ce que je dis toujours à nos partenaires, c'est faites la différence entre ce qui est de la routine et ce qui n'est pas de la routine. Donc, ce qui est de la routine, c'est tableau de bord, on fait ça propre, machin. Ce qui n'est pas de la routine, on se pose la question de savoir si on l'inclut ou pas. Voilà. Et ça permet déjà de spécifier et d'itérer sur les choses qui sont vraiment utiles. Et une autre question qui est aussi posée directement à Guillaume Plus, c'est qu'est-ce que tu proposes pour promouvoir et renforcer la culture d'utilisation des données des utilisateurs? Comment est-ce que tu le fais avec une organisation avec laquelle tu travailles pour arriver à cultiver ça chez les utilisateurs et quels services ou quels exercices tu peux faire avec eux? Je pense qu'en fait, donc ça, on a 6 piliers parce qu'en fait, les 6 piliers sont interdépendants. Donc, en fait, la réponse, ne peut pas être juste je fais ça et ça a marché. Il y a quand même une approche un peu holistique qu'il faut avoir. Les choses qui sont hyper importantes, qui vont dire un peu les conditions nécessaires pour que ça fonctionne. La première chose, c'est de standardiser un minimum les données qui doivent être collectées
les tableaux de bord qu'on utilise pour les visualiser, et donc j'insiste sur la partie routine là-dessus, parce que du coup, c'est les informations de routine qui vont faire que je vais dégager du temps au quotidien, et qu'est-ce qui finalement ça s'accumule dans le temps, justement, que ce gain de temps. Et donc ça, en fait, c'est quand même la base. Pourquoi je dis que c'est essentiel? C'est parce qu'en fait, c'est ça qui va permettre tout le reste. C'est un peu les choses qu'on va faire au tout début. Une fois qu'on a quand même standardisé les choses, ensuite, là, on va rentrer plus dans des aspects liés donc, aux méthodologies et au RH. Et donc là, en fait, il faut qu'il y ait des gens qui soient un peu prescripteurs, et des gens qui puissent en fait faire un peu le travail d'un peu d'advocacy en interne. Et pour que ces gens-là puissent travailler, ben, il faut qu'ils puissent montrer que les choses fonctionnent mieux avec les tableaux de bord, avec les données, quoi. Et donc, du coup, l'idée là, c'est de leur donner les moyens. Donc ça, la standardisation, c'est une première chose. Et ensuite, et à faire en sorte qu'on puisse répliquer ces choses-là. Donc là, ça va passer après sur la partie méthodologie. On va vouloir documenter un peu les process. Donc là, on commence à avoir déjà un peu un toolkit d'éléments qui permettent de, OK, j'ai fait ça sur un projet X, enfin, sur la même mission, sur le même pays, je peux faire la même chose sur un autre projet parce que c'est réplicable, ça va vite. Et ensuite, une fois qu'on a ça, vraiment, je pense qu'il y a aussi une question de leadership à avoir au niveau, par exemple, des différentes personnes qui ont via l'autorité de pouvoir dire, bah, OK, je veux voir mes indicateurs tous les mois et je veux qu'on prenne des décisions rationnelles sur la base de ces indicateurs-là. Donc, ces gens-là aussi, il faut un peu les coacher, il faut un peu aller faire de l'advocacy en interne, une fois de plus. Et après, il y a tout le travail qu'on peut faire sur les outils, qui est de donner des outils de plus en plus simples à utiliser, que ce soit au niveau de la collecte ou au niveau de la visualisation. On a parlé de Tableau, on a parlé un peu de Power BI, vous l'avez vu, de Google Data Studio. Enfin, ces solutions-là, elles ont des degrés de complexité différents. Et du coup, choisir les bons outils permettra aussi de faire catalyseur en fait, pour ce changement-là, quoi. La vraie chose, c'est bon, si on parle un peu en termes de marketing, c'est de convaincre des gens de faire quelque chose, quoi. Donc, c'est montrer la plus-value, quoi. Et pour ça, en fait, il faut que ce soit réplicable, il faut que ce soit, que du coup, quand vous montrez vos tableaux de bord, ce soit vraiment quelque chose qui parle aux gens qui l'utilisent, quoi. Ça se voit plus. Donc, donc, encore une fois, vision holistique, travailler un peu sur ces différents piliers-là pour pouvoir être en mesure de convaincre les autres d'aller plus loin, quoi. Il nous reste très peu de temps et on a encore 2 questions, mais je pense qu'ils peuvent être traités aussi en même temps. Il y en a une où on dit, est-ce que finalement le tableau de bord, on touche la limitation du tableau de bord, et est-ce que finalement il n'y a pas un risque quand on produit un tableau de bord pour un utilisateur ou qui est quelqu'un qui va le regarder pour la prise de décision? Est-ce qu'on n'a pas un risque de limiter son envie d'analyse? Est-ce qu'on n'a pas, on va pas le limiter à un rôle de consultant de données plutôt que quelqu'un qui va essayer de penser à faire des analyses plus poussées? Et est-ce qu'il n'y a pas ce risque de le mettre juste dans ce rôle-là? Et je pense qu'on peut lier ça donc à la question qu'on a déjà eue précédemment et une dernière question qui nous a été posée sur cette question sur un tableau de bord. On aurait tendance de surcharger d'informations et où finalement on va surcharger l'utilisateur de données, de choses à cliquer, de petits éléments éparses. Et donc, avec l'effet négatif peut-être de diminuer la compréhension un peu plus globale des données. Comment est-ce que vous adresserez un peu ces risques et ces limites des tableaux de bord? Moi, en fait, excuse-moi, je démarre, mais je pourrais compléter. Je pense qu'en fait, le truc qui est hyper important, c'est de dire qu'en fait, il y a une différence entre mon analyse que je fais de manière routinière et l'exploration des données. Et je pense que Marie l'a dit tout à l'heure, on va vous donner un tableau de bord version 1, version 2, et là, en fait, à chaque fois, il y a une nouvelle question qui vont apparaître. Donc, en fait, ce postulat de dire, je vois mes données, du coup, je suis juste en tant que consommateur et je vais pas aller… En fait, je pense que c'est faux. Hein. En fait, on le voit, les gens, ils sont curieux par nature. Donc, faites donner toutes ces données-là, qui automatiquement, ça me fait penser, mais attends, en fait, si je corrélais maintenant ce taux d'utilisation avec les zones géographiques, machin. Donc là, c'est encore une nouvelle question. Donc là, c'est potentiellement un nouvel pass dans ton dashboard avec des nouvelles infos et des nouveaux graphes. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vraiment ça va être… Enfin, est-ce qu'on doit passer peut-être 3 jours à travailler là-dessus si jamais tu ne vas le consulter qu'une fois par semestre? Peut-être qu'on va se focus sur la chose que tu fais tous les 15 jours ou tous les mois, comme l'a dit Marie pour ton reporting. C'est ça qui est important. Oui, tu vas avoir d'autres questions, mais ça sera de l'analyse qui sera beaucoup moins fréquente. Voilà. Moi, je pense qu'en fait, plus on a de données, plus on veut de données.
plus on a de données, plus on a de réponses, plus on a de questions. Et en fait, voilà. Et ça, c'est sain, quoi. Mais du coup, le seul truc, c'est d'être capable de trancher et de mon point de vue, hein, mais donc là, je suis prêt à ce qu'on dise le contraire, mais qu'on puisse vraiment aller à l'essentiel, des choses qui font gagner du temps, quoi. Là, on automatise des process, donc une pipeline de données automatisée, on gagne beaucoup de temps, donc il faut utiliser ça pour monter les projets, quoi. Julie, comment tu veux Non, je suis d'accord. Bon, Je pense qu'en fait, le gain de temps qu'on a, parce qu'on a une exploration des données qui est plus rapide, parce qu'on arrive plus facilement en fait à se poser les bonnes questions, parce qu'on peut naviguer facilement dans les données, ça permet derrière de faire des analyses plus approfondies, plus poussées sur certains sujets si on a besoin. Et à ce moment-là, peut-être qu'en effet, les tableaux de bord ne sont pas les meilleurs outils, mais en fait, c'est complémentaire, quoi. Je pense que c'est vraiment complémentaire à ça. Super. Merci à tous, en tout cas pour toutes vos questions. On arrive à la fin du séminaire. N'hésitez pas, s'il y a une question à laquelle on n'a pas pu répondre, n'hésitez pas à nous recontacter aussi par message et par mail. Et on se fera un plaisir de continuer la conversation. Je sais pas, Mireille, pour la conclusion. Non, je ne dirai pas plus, si ce n'est que je vous encourage fortement à remplir le questionnaire, s'il vous plaît. Ça nous permettra d'évaluer votre degré de satisfaction et d'améliorer et éventuellement proposer un prochain thème pour le prochain webinaire l'année prochaine. Donc, merci encore à tous et bonne fête de fin d'année. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. À tous. Bonne soirée.